21 janvier dernier, l'hebdomadaire souverainiste Marianne publiait des fuites sur le programme économique qu'Emmanuel Macron devrait mettre en œuvre s'il était réélu suite à la présidentielle d'avril prochain. Et au milieu d'un certain nombre de mesures antisociales, Marianne évoquait l'étatisation de l'assurance chômage qui serait transformée en 6e branche de la sécurité sociale. En lisant cet article, je me suis rendu compte que tout n'était pas clair dans ma tête. Dans ma tête, en effet, la sécurité sociale n'est pas étatisée, mais gérée de manière paritaire par les partenaires sociaux, comme on les appelle, c'est-à-dire le patronat et les syndicats. Dans ma tête, toujours, l'économie politique des caisses de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, donc de l'assurance chômage, eh bien, ce n'est pas tout à fait clair. C'est pour clarifier tout ça dans ma tête et peut-être dans les vôtres, si vous avez les mêmes doutes et les mêmes interrogations, que j'ai fait appel à Bernard Friot. Bernard Friot, économiste et sociologue, spécialiste de l'histoire du salariat et des conquis sociaux en France. Des conquis sociaux, justement, comme la sécurité sociale, en voie d'être détricotée. Bonjour Bernard. Bonjour Théophile. Alors comme je l'ai dit, je t'ai fait appel pour mettre fin à la confusion dans ma tête et peut-être dans celle de ceux qui nous écoutent. Je sais confusément que la sécurité sociale telle qu'elle a été conçue à l'origine est menacée et on me dit que l'assurance chômage est en voie d'étatisation, ce qui serait un mauvais tournant si j'en crois ce qu'on me dit. Aujourd'hui, nous avons la caisse d'assurance maladie de la sécurité sociale d'un côté et la caisse d'assurance chômage de l'UNEDIC de l'autre. En quoi ce serait une mauvaise nouvelle si l'assurance chômage devenait une branche de la sécurité sociale? En quoi la sécurité sociale est mieux contrôlée, plus fermement contrôlée par l'exécutif que ne l'est l'assurance chômage? C'est le même problème que le 100% Sécu, le débat autour du 100% Sécu, ou celui de l'unification des régimes de retraite autour de l'Agirc-Arrco, dans des comptes à points. Toutes ces réformes, disons, autour de l'unification d'un régime de sécurité sociale, incluant les mutuelles, incluant les régimes complémentaires, ou plus exactement faisant des régimes complémentaires de retraite le cœur d'un régime unique de retraite, incluant l'UNEDIC dans la sécurité sociale. Tous ces projets sont les mêmes et se heurtent à la même impuissance, je trouve, ou la même faute stratégique des ripostes syndicales. Parce qu'enfin, le régime général de sécurité sociale de 1946, c'est un immense progrès par rapport à tout ce qui existe avant. Il faut quand même revenir sur cette période de 45-46 qui est l'objet d'une histoire entièrement fantasmée. Il y aurait eu une naissance de la sécurité sociale en 1945 à l'initiative du Conseil national de la résistance, ce qui est totalement inexact. En 1945, la sécurité sociale existe dans sa totalité. C'est pour la grosse majorité des caisses, il y a 1000 caisses de sécurité sociale à l'époque, il y a 70 000 salariés dans ces caisses, c'est donc une institution tout à fait considérable. Pour l'essentiel, ces caisses sont d'initiative patronale. Et elles ont été construites au cours de la première moitié du XXe siècle, et avec le cœur du dispositif qui sont les allocations familiales, une initiative au départ à la fin du XIXe siècle de l'État pour éviter la hausse des salaires des fonctionnaires. Elle est, par la loi de finances annuelle qui décide du salaire des fonctionnaires, elle va être concentrée sur les seuls chargés de famille, c'est ce qu'on appelle le supplément familial. Et ce dispositif va être étendu au privé, surtout à partir de la crise des années 30, pour éviter la hausse des salaires. Vont être créées des allocations familiales dans la loi de 1932 qui vont permettre aux patrons de s'opposer à la hausse en la concentrant sur les seuls chargés de famille. Et c'est pour ça que les allocations familiales sont à la fois une institution extrêmement importante parce que c'était
un outil patronal très, très, très utilisé, et en même temps une institution très mal vue par les travailleurs, et une institution gérée exclusivement par les employeurs. À cette période-là. Ce sont des caisses d'employeurs, par bassin de main-d'œuvre en général, qui gèrent le dispositif. Le second dispositif, c'est les assurances sociales de 1930, qui sont gérées par des caisses d'affinité en partie, c'est-à-dire par les employeurs qui ont regroupé les caisses d'allocation familiale et les caisses d'assurance sociale dans des caisses gérées par eux, en partie sur initiative confessionnelle ou syndicale, la CGT a quelques caisses, ou mutualistes parfois, mais pour l'essentiel, les caisses d'assurance sociale sont des caisses départementales à gestion paritaire. Parité, on sait ce que ça veut dire patronal, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Donc en réalité, avant 1945, il y a déjà des institutions paritaires. Ah ben bien sûr, encore une fois, le cœur de la Sécu, c'est soit des institutions patronales directement lucratives, c'est-à-dire les compagnies d'assurance qui gèrent la couverture du risque ATMP, enfin accident du travail et maladie professionnelle, qui est couverte depuis 1898. Encore une fois, tout ça, c'est une histoire de la première moitié du XXe siècle. Une gestion paritaire s'agissant des assurances sociales, mais qui sont assez peu de choses encore en 1945. Et il y a aussi quelques régimes d'entreprise. Il y a des régimes d'entreprise, mettons, je sais pas, la SNCF par exemple. Il y a des régimes également de la fonction publique, où là, la gestion peut faire appel aux associations de fonctionnaires, mais c'est une gestion quand même qui reste largement étatique. Alors qu'est-ce qui change en 1945 ? Pourquoi on pense que c'est un grand départ ? Rien ne change en 1945, et c'est pour cela qu'on nous raconte que tout change en 1945. C'est pour noyer 1946. Alors 1946, là, c'est une subversion communiste de tout ce dispositif. Et cette subversion communiste de tout ce dispositif s'opère à l'initiative donc des militants communistes de la CGT, puisque les militants socialistes de la CGT sont en train de constituer force ouvrière, qui va s'opposer à la CGT. Et on verra le rôle extrêmement négatif qu'elle va jouer en matière de sécurité sociale. Et puis, sont également en train de préparer la FEN. Les fonctionnaires largement socialistes vont préparer la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, en 1948. Donc la CGT est extrêmement divisée. La CFTC, l'autre syndicat, refuse de participer à la construction du régime général. Elle préférait le dispositif ancien avec des caisses de branches d'entreprise, des caisses territoriales, etc., etc. Ces militants communistes vont appuyer l'action du ministre communiste du Travail qui va mettre en place le régime général, Ambroise Croizat. Et il y a 3 mutations essentielles qui sont faites. La première mutation, c'est la gestion par les travailleurs. Alors, elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. La CGT a été battue en août 1945 lors des débats dans l'Assemblée provisoire. L'Assemblée élue n'arrive qu'en novembre 1945. La CGT est battue. Elle revendiquait un régime général de sécurité sociale géré sans État ni employeur. Pas d'État, pas de patron. Là, elle est battue, et les ordonnances d'octobre 1945, qui créent le régime général, prévoient que, par exemple, l'État conserve la maîtrise des taux de cotisation, ce qui est quand même considérable, et des prestations. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui restent dans les mains de l'État, et puis prévoit un quart d'employeurs dans les conseils d'administration, et prévoit, alors que c'est un régime général pour lequel la CGT demandait l'unicité totale,
prévoit une division entre les allocations familiales, qui sont le cœur du dispositif de l'époque, initiative patronale, et la santé, la vieillesse et les accidents du travail de l'autre, qui iront dans les CEPAM ensuite. Et l'enjeu, c'est un enjeu de pouvoir, parce que dans les caisses d'allocations familiales, il n'y a que la moitié d'administrateurs salariés, alors que dans les autres, il y a le 3/4 d'administrateurs. Et l'autre moitié, c'est 1/4 d'employeurs, comme dans les caisses d'assurance maladie, mais 1/4 de représentants des familles, et ces représentants des familles vont toujours voter avec les employeurs, sauf exception. Donc la première mutation qui s'opère, c'est la gestion par les travailleurs dans les limites que je viens de dire, mais enfin c'est quand même une gestion importante par des travailleurs élus avec des élections politiques qui ont un très grand retentissement et qui ont lieu en 1947 dans les entreprises même, avec des sections d'entreprises de la Caisse pour qu'elles soient vraiment familières aux travailleurs. Le patronat s'oppose farouchement à cela. Les élections de 50 auront lieu en mairie. Les sections d'entreprises seront supprimées. Il faut éloigner les travailleurs de l'institution, bien sûr. Ça permet aussi d'éloigner les gestionnaires ouvriers de l'institution de leurs camarades, d'en faire des techniciens de la Sécu, de réduire le caractère vivant de cette gestion par les travailleurs même de l'institution. La deuxième mutation, c'est la généralité, précisément. C'est la généralité interprofessionnelle, parce qu'on avait des dispositifs de branche, des dispositifs d'entreprise, avec des réalités extrêmement différentes qui faisaient que c'était illisible. Là, ça devient une institution de classe, vraiment, par sa généralité. Alors, qui n'est pas totale, c'est-à-dire que d'une part, une série de professions vont obtenir de ne pas entrer dans le dispositif. Par exemple, les fonctionnaires pour la retraite. Par exemple, les salariés de DFGDF qui vont rester dans un régime propre, ou de la SNCF. Et puis, les cadres qui ne relevaient pas, eux, des assurances sociales. Parce que les assurances sociales, il y avait un plafond de cotisation, ou plus exactement, un plafond d'affiliation, pas de cotisation, un plafond d'affiliation en fonction du niveau de salaire. Au-delà d'un niveau de salaire, on n'était pas concerné par les assurances sociales. Il y avait des régimes d'entreprise, en général assumés par des compagnies d'assurance, pour les employés supérieurs, les ingénieurs, qu'on appelait les collaborateurs en 1930, mais dont il va falloir changer rapidement le nom en 1945, qu'on va appeler les cadres. Et là encore, contre la CGT, le plafond d'affiliation aux ordonnances, aux caisses d'assurance sociale de 1930, qui faisait que seuls les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond étaient affiliés aux assurances sociales. Ce plafond d'affiliation est supprimé. Donc il y a généralisation. Mais ce plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation. Et ce plafond de cotisation fait que les cadres ne cotisent qu'au niveau du plafond, mais dans de prestations aussi qu'au niveau du plafond. Et en matière de retraite, c'est sur le plafond qu'ils ont des droits, pas sur la totalité de leur salaire. D'où une brèche, c'est pour ça que la CGT n'en voulait pas de ce plafond de cotisation, une brèche pour créer un régime complémentaire qui va être mis en place en riposte aux communistes du régime général. Dès 1947, par le patronat, ce sera l'AGIRC, l'association de gestion des institutions de retraite des cadres. Et la troisième nouveauté considérable par laquelle les communistes subvertissent, mais dans les limites que j'ai dites, toute la Sécu omniprésente en 1945, encore une fois, c'est l'unicité interprofessionnelle du taux. Tu prends par exemple les allocations familiales, qui étaient un lieu d'énormes conflits, puisque quand les salariés demandaient une hausse des salaires, les patrons répondaient « Ah ben non, je vais augmenter mes cotisations aux assurances, aux allocations familiales », et ça évitait la hausse des salaires pour tous. Tu avais, selon la conflictualité justement dans les entreprises, des taux qui allaient de 4 à 17% du salaire brut. 4%, c'était le minimum légal.
Mais dans les entreprises très combatives, où on se battait beaucoup pour la hausse des salaires, le taux de cotisation aux allocations familiales était élevé. Donc ce dispositif, encore une fois, était totalement aux mains du patronat. Et c'était un outil patronal. Là, le taux devient interprofessionnel et unique. Là, le patronat perd la main sur le taux de cotisation, même s'il la confie à l'État. Et l'État, c'est toujours l'État du capital. L'État, c'est toujours l'État de la classe dirigeante, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a eu un tel enjeu, pour que l'État conserve la maîtrise du taux de cotisation et pas les travailleurs eux-mêmes, malgré la revendication de la CGT. Donc, dès le départ, le taux de cotisation, c'est l'État. Voilà. Donc, en fait, le nantissement de la caisse, en fait, le niveau de nantissement, d'enrichissement des caisses, c'est l'État qui le décide. C'est l'État qui décide sur forte pression patronale. Enfin, c'est les patrons qui, par exemple, dans les années 50, comme ils ont perdu leur pouvoir dans le régime général, ils n'ont plus que le quart des sièges en matière d'assurance maladie, vont faire une énorme pression pour qu'il n'y ait pas de hausse du taux de cotisation. Les années 50, en matière de maladie, sont une période de relative stagnation du taux de cotisation. Et ça a une importance. Mais bien sûr que ça a une importance, évidemment. Donc tu peux avoir un dispositif dans lequel l'État a quand même la main, bien qu'il ne soit pas à la gestion. L'État ne gère pas le régime général du tout. Il ne le gère pas, mais indirectement, il a quand même la main dessus à travers... et donc le patronat, puisque l'État, c'est la voix du patronat jusqu'à nouvel ordre, en matière de taux de cotisation. Donc ce dispositif complètement nouveau et qui a suscité un énorme enthousiasme, le film de Gilles Perret sur la sociale montre la dynamique qui a entouré la création du régime général au cours du premier semestre de 1946, va être l'objet d'une haine féroce de la part de la classe dirigeante, qu'elle soit dans le pouvoir politique ou dans le pouvoir économique. Et lorsque De Gaulle revient au pouvoir, un de ses premiers gestes, c'est d'attaquer cette gestion par les travailleurs. Il tente de supprimer les élections pour que les administrateurs salariés aient beaucoup moins de légitimité. Il n'y parvient pas. Les élections de 1960 ne sont pas supprimées, elles sont reportées en 62. Mais en 60, cela dit, dans les décrets de mai 60, il transforme complètement la logique des caisses en réduisant le pouvoir des conseils et en augmentant celui des directeurs. Et par ailleurs... Les directeurs sont nommés ? Alors les directeurs sont élus par le conseil. Là aussi, c'est une preuve de cette capacité de gestion des travailleurs. Mais quel est l'enjeu justement de renforcer leur pouvoir par rapport au Conseil, puisqu'ils sont l'émanation du Conseil ? Ils sont l'émanation du Conseil, sauf que progressivement, ils sont l'émanation d'un Conseil dans lequel la division syndicale fait qu'il n'y a pas nécessairement une dynamique progressiste. Tu peux avoir des syndicats qui s'allient avec les patrons et qui obtiennent même une majorité, patrons, syndicats, collaborateurs, disons, contre la CGT, par exemple. Et donc, en 1960, donc, non seulement il réduit les pouvoirs des conseils et augmente celui des directions, mais en plus, il crée l'école des directeurs des caisses à Saint-Étienne, l'école supérieure de la sécurité sociale, qui forme les cadres et qui les forme, mais vraiment dans une optique exclusivement gestionnaire et managériale, et dans la détermination à s'opposer aux initiatives des travailleurs. Donc c'est une bureaucratisation... Bureaucratisation qui va alors être amplifiée en 1967 par la suppression des élections des administrateurs salariés, et leur désignation, ça c'est Force ouvrière qui le revendique. Alors Force ouvrière va donc jouer un rôle extrêmement négatif. C'est d'une part, pour se faire une place au soleil, ils vont négocier avec les patrons l'extension de la GIRC à tous les travailleurs du privé. Ce sera l'ARCO. C'est-à-dire les caisses de retraite... C'est les caisses de retraite complémentaires. En quoi c'est extrêmement négatif? Donc ça, c'est de la gestion paritaire. Aussi bien la GIRC de 1947 que l'ARCO de 1961, qui a été construit, l'ARCO a été construit clairement contre la CGT par une alliance FO
C'est l'alliance FO-patronat qui va gérer contre la CGT les éléments du régime général et complémentaire de sécurité sociale, jusqu'à ce que le patronat change de partenaire. La thèse de Jean-Pascal Igelet a très bien expliqué ça, comment le patronat change de partenaire et choisit la CFDT en 1992. C'est un partenariat CFDT-patronat maintenant qui gère ce qui reste à gérer, parce qu'en fait c'est l'État. Pourquoi ? Parce que ce paritarisme du régime général, avec des administrateurs salariés qui ne sont pas élus, alors il y aura en 81, il y aura un rétablissement des élections, mais si fictif que les élus de 81 le seront jusqu'en 96. Enfin, il n'y aura plus d'élections après. Donc nous sommes là dans la fiction. Donc la légitimité populaire de ces administrateurs est extrêmement faible. Leurs pouvoirs, au demeurant, ont été largement basculés du côté des directions sous les initiatives donc, de Gaulle. Et c'est Juppé qui achève le boulot en 95-96. Alors, de Juppé, on a retenu l'échec dans la réforme du régime des cheminots, de retraite des cheminots. Là, il est battu. Et cette victoire de l'automne 95 va entraîner une grande dynamisation du mouvement social dans les 96-97. Mais en revanche, sur le volet gestion de la sécurité sociale, là, Juppé l'emporte, avec l'appui de la CFDT, qui a été absolument décisive dans cette affaire-là. Enfin, tous les mauvais coups ont été faits par la CFDT, l'alliance CFDT-gouvernement. Gouvernement de droite là, mais ensuite ce sera Jospin qui fera pareil, de droite ou de gauche. La détermination à en finir avec la gestion par les travailleurs, avec l'autonomie vis-à-vis de l'État, est une détermination absolue de la classe dirigeante, et il a trouvé dans la CFDT l'allié. C'était quoi ? Comment il a réussi à avoir cette victoire techniquement ? Comment il a réussi à en finir justement avec la gestion par les travailleurs Juppé ? Alors, encore une fois, elle était déjà atténuée du fait que le paritarisme ne laissait plus grand place à des travailleurs qui, par ailleurs, n'étaient pas élus et qui étaient désignés sans tenir compte des effectifs ou de l'audience. La CGT avait autant de voix que Force ouvrière, tu vois. Des trucs qui décalaient considérablement de la réalité sociale, la gestion. C'est tout simplement les mesures Juppé qui créent les agences régionales d'hospitalisation. Au départ, c'est donc l'hôpital qui échappe plus ou moins à la logique des caisses d'assurance maladie. Et puis les GOP, ce qu'on appelle les GOP, des conventions de gestion qui à la fois sont passées entre le ministère de la Sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie, et la Caisse nationale maladie qui a un rapport hiérarchique avec les caisses, qui n'était pas le cas au départ, et qui va imposer finalement tous ces critères de gestion aux caisses primaires, aux caisses départementales. Donc tu as à la fois une hiérarchisation, une verticalisation du dispositif, et puis la loi de finances de la sécurité sociale. C'est un tournant. C'est un tournant total. Douste Blazy achèvera du côté de la gestion des établissements territoriaux en transformant les ARH en ARS, Agence régionale de santé, qui ont une compétence très au-delà. ARH, ça signifiait quoi ? Agence régionale d'hospitalisation, qui ne concernait que l'hôpital. Et là, tu as une énorme bureaucratisation du dispositif avec des directeurs d'ARS qui sont payés comme les préfets, et qui vont être un moment décisif d'étatisation, et d'étatisation sans fonction publique, parce que c'est des agences, c'est des agences donc, qui échappent à la logique du service public fondamentalement. Alors, à ce moment, si je peux résumer, au départ, donc, il y a une percée sociale avec la création d'un régime universel de sécurité sociale, un régime universel géré majoritairement par les travailleurs, qui donne une petite brèche à l'État parce que c'est lui qui fixe le taux de cotisation et donc l'ampleur de la caisse. Finalement, via des processus de bureaucratisation, on délégitime les institutions créées par les travailleurs, on les éloigne des travailleurs, on crée des couches d'administration et de bureaucratie supplémentaires, et puis finalement on en arrive à un système où on a évacué les travailleurs et on a étatisé en fait le système. Alors ça, c'est le régime général, et de façon extrêmement habile,
cette étatisation ne concerne pas les régimes complémentaires. Les régimes complémentaires Alors, qui étaient voulus dès le départ par le patronat et par la droite. Alors, les régimes complémentaires sont effectivement en matière de retraite, puisque c'est là qu'elles naissent en matière de retraite, dès 1947 avec la GIRC. C'est une réponse patronale au régime général. Pourquoi? Parce que le régime général, en matière de retraite, là il faut aller sur le fond, et pas simplement sur les modalités de gestion, le régime général, il assure le maintien d'un salaire de référence, quelles que soient les cotisations. Donc il pose les retraités comme des travailleurs et il dissocie le salaire de l'emploi. Les retraités n'ont plus d'emploi, pourtant ils ont du salaire. C'est un droit au salaire des retraités. Là, je n'ai pas le temps, je vous renvoie à tous mes bouquins sur la question du salaire. Il y a un enjeu là tout à fait considérable. La riposte patronale dit non, les retraités n'ont pas droit au salaire, ils ont droit au différé de leur cotisation. Et on va les compter dans un compte individuel de cotisation. On est en répartition, bien sûr. Le patronat n'a jamais préconisé la capitalisation, contre ce qu'on raconte en général. C'est la répartition, mais c'est une répartition capitaliste, c'est-à-dire une répartition qui maintient le travailleur dans son statut. Je ne suis travailleur que quand j'ai un emploi. Quand je n'ai pas d'emploi, je ne suis pas travailleur. Et je n'ai droit au salaire que quand j'ai un emploi. Quand je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas droit au salaire. Alors que l'initiative communiste de 1946 dissocie emploi et statut de travailleur, ce qui est très important. Il le dissocie aussi d'ailleurs pas que pour la retraite, il le dissocie aussi pour la famille, puisque les parents sont considérés comme des salariés, ils ont droit à du salaire alors même qu'ils n'ont pas d'emploi. Et c'est ce à quoi Rocard va s'attaquer en créant la CSG, en disant non, les parents n'ont pas droit à du salaire, ils ont droit à une allocation de couverture des coûts sociaux supplémentaires qu'engendre l'enfant. Il faut donc un impôt de solidarité, toujours ce mot de solidarité qui arrive dès lors que le droit au salaire disparaît. Ok, donc globalement, on a un régime général qui est affaibli et qui est étatisé, un régime complémentaire qui est géré soi-disant de manière paritaire entre le patronat et les syndicats, mais où le patronat a la main et où l'idéologie patronale se déploie. Oui, mais où les syndicats conserve un pouvoir de cogestion, enfin de je sais pas de quoi. Encore une fois, tout ça se fait sur texte patronal, sur initiative patronale, dans les locaux patronaux, enfin comme les accords nationaux interprofessionnels. Mais finalement, et puis en plus, il y a des jetons de présence. Donc une partie du financement syndical repose aussi sur ce genre de choses. On tient les syndicats. Mais bien sûr, une partie maintenant, même des responsables confédéraux de la retraite vont être les gestionnaires des régimes complémentaires, puisqu'au régime général, il n'y a pratiquement plus de pouvoir syndical. C'est ce qui donne aux positions syndicales en matière de retraite une extrême attention. Aujourd'hui, par exemple, où on en est aujourd'hui, c'est que, alors que Macron propose de généraliser les comptes à points. Généraliser les comptes à points, c'est dire ma retraite, c'est pas du tout la continuation de mon salaire, c'est la contrepartie de mes cotisations. Ce qui est le cœur de l'Agirc-Arrco. Eh bien, plutôt que de refuser cela en disant non, nous avons conquis en 1946 le droit au salaire des retraités. Les retraités doivent toucher 100% de leur meilleur salaire. Par exemple, une revendication qui aurait du sens. Dans un régime unifié, où on supprime les régimes complémentaires, un régime unifié géré par les travailleurs, comme il l'était en 1947, et qui assure le maintien de 100% du salaire de référence aux retraités. Et donc on supprime l'Agirc-Arrco, évidemment, puisque c'est le cheval de Troie par lequel le patronat peut maintenant imposer la généralisation de ce dispositif de compte à points à la place du régime général. Eh bien non, les syndicats se battent pour la défense de l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire ils défendent un compte à points pour s'opposer au compte à points. En fait, en réalité, ils sont totalement impuissants. Ils défendent leur place et leur jeton de présence quelque part. Alors, moi, je fais pas de, je ne fais pas ce genre de raccourci. De raccourci.
évidemment que c'est un élément du problème, mais c'est surtout l'élément fondamental du problème, c'est l'oubli par les syndicats de la conquête de 1946 d'un régime dans lequel la retraite, c'est la poursuite du meilleur salaire et non pas la contrepartie des cotisations. Alors, et si on parlait maintenant de l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage semble un peu mieux équilibrée aujourd'hui que la sécurité sociale, en tout cas si l'on en croit, ceux qui ne veulent pas qu'elle soit étatisée à l'image de ce qu'a été la sécurité sociale. Comment l'assurance chômage a été construite et sur quelle base elle existe aujourd'hui? Alors l'assurance chômage aurait dû, selon la CGT, qui là encore une fois est battue en août 1945, hein, les ordonnances d'octobre 1945 signent cette défaite de la CGT, le chômage ne va pas intégrer le régime général et il est créé en 1958 dans un dispositif qui est paritaire. Hein. Il est créé contre la CGT, à l'initiative de Force ouvrière et de la CFTC, enfin l'initiative du patronat qui trouve des alliés à Force ouvrière et à la CFTC. Il crée quelque chose de tout à fait intéressant qui est le droit au salaire pour les chômeurs. Les demandeurs d'emploi ont droit au salaire. Il garantit 33% du salaire brut en 1958. Tu vas monter progressivement après. Et les batailles, il va y avoir d'énormes batailles au cours des années 60-70. Et à la dernière convention UNEDIC progressiste, celle de 79, le taux est de 57% du brut, 70% du net. C'est toujours le taux actuel. Il y a une progression pendant 20 ans, et puis depuis 40 ans, rien. Mais parce que depuis 40 ans, le syndicalisme a renoncé à la bataille du hausse du taux de cotisation. La bataille de la hausse du taux de cotisation a été abandonnée au bénéfice d'un argument qui n'est pas faux, qui dit « si on augmente les salaires, comme les cotisations sont proportionnelles aux salaires, sans avoir à bouger le taux de cotisation, on augmentera les allocations chômage ou autres, enfin l'ensemble des allocations. » La Convention de 79, donc, est l'apogée, disons, du taux de remboursement. Alors, la CGT, en 1958, s'était opposée à l'UNEDIC, non pas pour son contenu, parce que... L'UNEDIC, ça veut dire quoi? Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. C'est l'institution qui va gérer l'assurance chômage. Oui, oui, tout à fait, avec des institutions régionales, les ACEDIC. Les ACEDIC, c'est la déclinaison régionale de l'UNEDIC. Et la CGT s'y était opposée, non pas pour son contenu, puisque c'est le droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi, c'est la même logique que le droit au salaire pour les retraités, le droit au salaire pour les parents, enfin tout ce qui étend le salaire au-delà du carcan de l'emploi et qui attribue le salaire aux personnes indépendamment de leur rapport à l'emploi, mais parce que c'était une gestion paritaire. Et qu'à l'époque, le régime général était encore géré par les travailleurs en 60. Donc, ce que voulait la CGT, c'est que... expulser les patrons de l'UNEDIC. Bien sûr, expulser les patrons du régime général, en général, et intégrer l'assurance chômage dans le régime général. C'était ça le projet de la CGT. Et donc, supprimer le paritarisme, en faire un dispositif géré comme le régime général, avec élimination des patrons. Oui, ça c'est vrai. Alors, où on en est aujourd'hui? On en est donc à des bruits, puisqu'on n'a pas pour le moment de programme d'un candidat, manifestement candidat, mais qui ne distille que de façon fort peu démocratique son projet. On a eu des bruits sur le 100% Sécu, d'accord ? Et puis là, il y a un bruit sur l'intégration de l'assurance chômage dans le régime général. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Alors, le 100% Sécu, parce que je pense que c'est deux choses complètement liées. 100% Sécu, régime général. 100% Sécu, c'est-à-dire les mutuelles n'existeraient plus. Alors, le 100% Sécu, c'est plus subtil que ça. Ça peut se faire avec les mutuelles. Il faut d'abord
bien revenir à la présence des mutuelles en matière d'assurance maladie. Théoriquement, cette présence devait disparaître, puisque le projet du régime général en matière d'assurance maladie, c'est d'assurer le moindre reste à charge possible. Il est important en 1945, le reste à charge, en 1946. Et les mutuelles vont se battre comme des diables pour conserver le poids qu'elles avaient avant dans les assurances sociales, même s'il n'était pas si important qu'on veut bien le dire. Les caisses mutualistes étaient quand même très très minoritaires. Leur première victoire, c'est ce qu'on appelle la loi Maurice, c'est en mars 1947, une loi qui concerne les fonctionnaires. En décembre 1946, les fonctionnaires étaient entrés dans le régime général en matière de maladie. Pas en matière de retraite, mais en matière de maladie, ils étaient entrés dans le régime général. Non sans difficulté au demeurant, parce qu'encore une fois, il y avait un refus des fonctionnaires d'entrer dans le régime général. Dès mars 1947, cette entrée est en quelque sorte diminuée par le fait que leurs mutuelles vont gérer au premier franc les remboursements maladie, à la place des caisses du régime général. Et c'est la loi Maurice qui sauve la mise des mutuelles. Ça démarre par les fonctionnaires et ensuite, progressivement, au fur et à mesure que la volonté de réduire le reste à charge sera posée, ce qui est juste, réduire le reste à charge pour les familles, c'est très légitime, mais que la montée en puissance du régime d'assurance maladie ne sera pas suffisante pour assurer la réduction du reste à charge, il monte en puissance, parce que dans les années 40, l'assurance maladie, c'est 35% seulement de la dépense de santé, alors qu'on arrive à 70-80% dans les années 80. Donc il y a une forte montée en puissance de l'assurance maladie dans le remboursement des soins, mais pas suffisante pour que le reste à charge soit faible. Et c'est là que les mutuelles vont être largement soutenues par le pouvoir, qui va geler la hausse du taux de cotisation de l'assurance maladie. Elle n'a pas bougé depuis 1979. La cotisation est toujours 16% du salaire brut, ça n'a pas bougé pratiquement. Et encourager, ça va être le gouvernement, c'est le gouvernement Rocard qui est à l'origine de la chose, et qui va créer un marché complémentaire de la santé en invoquant les mutuelles qui sont, disons, le cheval de Troie présentable. C'est plus difficile de le faire pour AXA. Donc on va dire, mais c'est pour les mutuelles, d'accord. AXA aussi est sur le coup, mais enfin, on va poser ça comme étant essentiellement le terrain des mutuelles. Au point que vous allez avoir on va assister à un changement de vocabulaire. Ça va être, dans les années 90, on va avoir l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Donc, il y a on stoppe la montée en puissance de l'assurance maladie dite obligatoire en matière de santé, et on augmente le poids de l'assurance maladie complémentaire, alors que ce n'est pas du tout une assurance maladie, puisque l'assurance maladie, c'est je cotise selon mes moyens et j'ai des prestations selon mes besoins, alors que dans l'assurance complémentaire, la mutuelle, j'ai des prestations selon mes cotisations. Oui, alors il y a certains qui n'ont pas de mutuelle. Et plus ceux qui n'ont pas de mutuelle. Alors, pour que l'assurance maladie complémentaire puisse tailler des croupières à l'assurance maladie obligatoire, comme, encore une fois, cheval de Troie de la logique patronale en matière d'assurance maladie, tout l'enjeu pour le patronat, ça va être de rendre obligatoire la mutualité complémentaire. Et là, ça va être l'accord, l'ANI de 2014, entre la CFDT et le patronat, qui rend obligatoire l'assurance maladie, et que, enfin l'assurance maladie complémentaire, et que une loi du gouvernement Ayrault va rendre obligatoire de manière légale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se négocie ? C'est que ce qui vaut pour le privé vaille pour le public, c'est-à-dire que l'État employeur participe lui aussi
à la mutuelle, parce que, disons, pour faire passer la pilule d'une assurance maladie qui rembourse plus tout, c'est clair que maintenant elle est vouée à un panier de soins, l'assurance maladie, obligatoire, et c'est aux mutuelles complémentaires obligatoires ou aux compagnies d'assurance privée, qu'importe, au demeurant, d'assurer le reste. La cotisation aux mutuelles est prise en charge en partie par l'employeur. Mais en gros, si on arrive à un régime 100% de sécurité sociale, ça veut dire que finalement, les mutuelles sont mises hors de côté, donc ça crée une sorte d'équilibre, ça rééquilibre les choses. Oui, mais ça, c'est dans un monde tangenté. C'est tellement contraire. Si c'était le régime général est seul compétent, d'accord ? Alors que tout, depuis toujours, est pour le minimiser, d'accord ? Et pour introduire une logique de régime complémentaire, aussi bien en matière de retraite qu'en matière de santé. Si l'objectif de nos adversaires, c'était, ben oui, on va revenir à 46, faire un régime unique, et c'est l'assurance maladie qui va assurer, sans reste à charge, la totalité de la dépense. On ne peut qu'applaudir. Là, nous aurions effectivement la suppression des mutuelles. En quoi la suppression des mutuelles est fondamentale ? C'est que les mutuelles, elles obéissent à une logique financière. En fait, c'est des compagnies d'assurance déguisées. Tes prestations sont en fonction de tes cotisations, pas du tout en fonction de tes besoins, mais de tes cotisations. Et puis, pour qu'elles puissent assurer leur viabilité, elles ont été contraintes d'engager des logiques de réserve considérables. Elles ont embauché des financiers de l'assurance. La gestion des mutuelles, c'est exactement la même que les compagnies d'assurance, c'est pareil. Elles se sont regroupées dans des mastodontes, complètement coupées de leurs sociétaires, puisqu'il y a encore une fiction de présence des sociétaires dans la gestion des mutuelles. Et elle relève de ce qu'on appelle en matière européenne du second pilier. Le second pilier, c'est-à-dire que c'est des entreprises. Le premier pilier en matière de sécurité sociale, c'est le monopole. C'est un monopole, il n'y a pas de concurrence. Mais le deuxième pilier, c'est des entreprises en concurrence. Donc, sur la concurrence du marché complémentaire, les mutuelles ont entrepris d'abord une unification à l'échelle européenne d'énormes mutuelles et puis une financiarisation complète. Donc, supprimer les mutuelles, c'est fondamental. D'autant que, par ailleurs, compte tenu de la compétition dans laquelle elles ont un coût de gestion sans commune mesure avec le régime général. Le régime général, on est à 5-6%, les mutuelles, on est à 25% à peu près de coût de gestion. Donc, en fait, tu penses que ça n'arrivera pas, qu'il y a finalement un plan caché derrière le 100% sécurité sociale. Mais évidemment, sauf si, alors c'est ça la question, s'il y a un mouvement populaire, qui, en matière de retraite, dit « supprimons l'Agirc-Arrco ». Le retraité, c'est quelqu'un qui touche 100% de son meilleur salaire, celui de ses 6 meilleurs mois, dans le public comme dans le privé. Si on crée une dynamique autour de ça, là, on a une unification qui est progressiste. Mais tu vois bien. Et pour la maladie. Mais je reviens pour la retraite. Si on ne se bat pas là-dessus, l'unification va être réactionnaire, c'est-à-dire on unifie autour de l'Agirc-Arrco et c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Plus de référence au salaire. En matière de maladie, c'est exactement pareil. Ou bien nous sommes en capacité de nous mobiliser pour un 100% sécu qui soit la totalité de la couverture de santé est assumée par les caisses primaires d'assurance maladie, qui peuvent d'ailleurs s'adjoindre tout le personnel, qui récupère tout le personnel des mutuelles pour les centres de santé actuellement mutualistes, pour également un accueil des assurés sociaux
qui aujourd'hui est devenu impossible dans les caisses d'assurance maladie ou dans les CAF. Les locaux sont de plus en plus restreints, le personnel n'est disponible que sur rendez-vous, quelques moments de la semaine, enfin, etc., etc. Donc il s'agit de récupérer évidemment tous les locaux et tous les personnels des mutuelles, de les ranger dans un régime général, géré par les travailleurs et qui assure 100% sans reste à charge. Là, c'est un projet extrêmement progressiste, c'est le projet de 46 et ça suppose que les syndicats soient plus financés par les mutuelles. Or, les mutuelles entrent dans le financement syndical. Ça suppose qu'il n'y ait plus d'activité syndicale qui s'exprime à travers les mutuelles. Donc, il faut vraiment que le syndicalisme coupe avec sa dépendance vis-à-vis de la mutualité. Et puis, ça suppose une bataille pour supprimer les ARH, ça suppose toute une bataille, les ARS, oui, ça suppose toute une bataille pour constituer des comités locaux de gestion avec les usagers, de définition des besoins de santé, tout un travail de démocratisation du dispositif. Si les organisations syndicales sont en capacité d'assumer ça, c'est formidable. Bon, en fait, à mon avis, enfin à ton avis, ce n'est pas le projet et en réalité, la subversion du sens consiste à utiliser les mots du mieux-disant social pour faire autre chose. Donc, il faudrait qu'on soit attentif à ce que finalement sera ce 100% sécurité sociale quand il se dévoilera. Le risque évidemment, hein, si c'est pas. Alors donc, pour moi, la seule stratégie du mouvement progressiste, hein, c'est de s'emparer du truc, de dire chiche, oui, évidemment, 100% sécu. Pas faire de la moue sur ce truc. Et 100% sécu, ça veut dire ça, d'accord ? Intégration de tout le personnel et de tous les équipements de la mutualité dans le régime général, gestion du régime général par les travailleurs et remboursement à 100% de toutes les dépenses de soins. Bon, ça, c'est... Là, nous sommes dans une... Et suppression des ARS, remplacement des ARS par des comités d'usagers, de soignants, à l'échelle territoriale compétente pour définir les besoins et orienter les financements, subventionner l'équipement hospitalier, arrêter la folie de la suppression de tous les hôpitaux locaux, concentrer sur des mastodontes avec tous les drames que l'on a de gens qui meurent parce que l'hélicoptère qui devait les transporter à 50 km de là, l'hôpital local ayant été supprimé, n'était pas là à temps, enfin, etc. Ça se multiplie tout ça aujourd'hui. Hein. Ça a sens là, mais ça suppose une énorme... Le 100% sécu Macron, c'est pas ça du tout. Le 100% sécu Macron, c'est exactement comme pour la retraite. Hein. C'est l'unification des retraites, c'est autour de la GERC-ARCO, et là il va falloir unifier autour des mutuelles. C'est la logique de la mutualité qui va s'imposer, hein. C'est-à-dire une logique financière. En fait, la mutualité va coloniser la sécurité sociale et non le contraire. Mais bien sûr, c'est ça le projet, évidemment. Hein, c'est le même qu'en matière de retraite. Plus assurance privée, en réalité. Mutualité plus assurance privée, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui, en matière de cotisation santé, que la cotisation patronale, puisque Jospin a supprimé la cotisation salariée. Et donc les patrons disent, c'est nous qui finançons l'assurance maladie, nous allons fusionner. C'est ça le projet patronal. Nous allons fusionner la contribution que nous faisons aux mutuelles, puisqu'il faut une contribution obligatoire, et la cotisation assurance maladie en un seul truc, et c'est dans la logique actuelle, largement assurantielle, des mutuelles, que nous allons mettre en place un 100% sécu. Ah bah, c'est un véritable risque. Alors, pour ce qui est de l'assurance chômage, aujourd'hui, la faire passer dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, la transformer en branche de la sécurité sociale, ce serait finalement la soumettre à la loi des financements de la sécurité sociale et donc entrer dans une logique de baisse progressive des allocations chômage. C'est quoi le piège? Alors, encore une fois, hein, si on prend la retraite, c'est je n'ai plus droit au salaire, j'ai droit à mes cotisations, à l'équivalent de mes cotisations consignées dans un compte. En matière de santé, ce n'est plus
contribution selon mes besoins, c'est mes capacités, prestations selon mes besoins, c'est prestations selon mes cotisations. Toujours la même logique, hein. C'est la cotisation qui est maîtresse de la suite, hein. C'est pour ça qu'il y a une défense de la cotisation aujourd'hui qui a un côté absurde, hein. Parce que ça peut être très, très, très contre les intérêts des travailleurs, cette affaire, hein. C'est pas, quand on dit étatisation, ça ne veut pas dire fiscalisation, pas nécessairement. Il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. La fiscalisation, à travers la CSG, elle n'assurerait qu'un minimum, hein. Et le complément serait assuré par une... mais toujours dans le cadre d'un 100% sécu, hein, le complément serait assuré dans une logique du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Donc, une logique fiscale pour un minimum et du j'ai cotisé, j'ai droit pour le reste. En matière de chômage, c'est exactement la même chose qui est en train de se préparer. On a déjà jusqu'à présent, encore une fois, le chômage a été construit comme... C'est pour ça qu'il ne faut pas être attentif uniquement au mode de gestion, mais également au mode de calcul des prestations. Jusqu'à présent, il a été construit autour la prestation chômage, c'est le remplacement d'un salaire de référence, à hauteur de 70% du net pendant 2 ans. Ça, c'est en train de disparaître, par petites touches, à l'initiative conjointe de la CFDT, qui joue un rôle répugnant dans cette affaire, qu'on ne dénoncera jamais assez, hein, d'accord ? C'est vraiment des collabos, ces gens-là, hein. Sont des ordures, il faut le dire clairement, parce que sinon on est là comme ça à faire ami-ami avec des gens qui sont nos adversaires de classe, hein. Je ne parle pas de tel ou tel militant CFDT dans une boîte qui peut être quelqu'un de très bien, hein. Je parle de la direction de la CFDT. Donc, avec la complicité de la CFDT, le gouvernement et le patronat, qui sont main dans la main, hein, c'est devenu explicite sous Macron, mais c'était déjà le cas depuis très longtemps, hein, ont comme projet que le chômage, ce soit « j'ai cotisé, j'ai droit ». Et non pas « j'ai droit à la poursuite de mon salaire ». Et des prestations qui assurent un revenu, pas du tout le remplacement du salaire. Comment ça s'est fait par petites touches, ça ? Ça s'est fait avec ce qu'on appelle les contre-chargeables. Merci la CFDT, toujours, hein. Merci Berger, hein, vraiment... on ne dira jamais assez le mal que ce type-là fait. Les contre-chargeables, c'est ceci. Tu cotises, d'accord ? Tu cotises... Pour le chômage. Et tu entres en chômage. Tu entres en chômage, et pendant ton chômage, tu ne dépenses pas tous tes droits. Tu retrouves un emploi avant. Ton emploi, il est mieux payé que le précédent. Et tu retombes au chômage. Ah, mais attends, tu n'as pas droit à un pourcentage de ce salaire, de ce meilleur salaire. Il faut d'abord que tu épuises tes droits liés au salaire précédent. Donc, ce n'est plus un pourcentage du salaire, c'est une contrepartie de cotisation. Alors, ça a fait un tel scandale parce que ça a réduit les prestations, évidemment, de quantité de chômeurs, ça a fait un tel scandale qu'il y a eu des petits arrangements autour de la chose. Les chômeurs sont sentis pouvoir choisir entre les deux. Mais on voit bien comment, progressivement, hein, ce n'est pas le salaire de référence qui devient le mode de calcul de la prestation, mais la cotisation. Deuxième touche, là encore, d'abandon de la prestation comme remplacement du salaire, c'est la dernière réforme. La dernière réforme, c'est l'assurance chômage, enfin la prestation ne remplace pas le salaire. Elle remplace le revenu des 2 dernières années. Alors, si tu as été, mettons, sans emploi pendant 1 an, et puis avec un emploi pendant 1 an, d'accord, que tu avais, mais je ne sais pas quoi, moi, 0 €, on va dire, je prends un exemple fictif, mais qu'importe, 0 € pendant 1 an par mois, et puis 2 000 € pendant 1 an par mois, le calcul ne va pas être sur tes 2 000 € par mois. Il sera sur tes, en moyenne, donc tu as eu en moyenne 1 000 € par mois, d'accord ? Et c'est sur ces 1 000 € par mois que tu vas toucher 70%. Tu vois, ce n'est plus le salaire qui est la référence, tu vois. Progressivement, on est en train d'habituer à une prestation qui est censée non pas remplacer un salaire, mais assurer un maintien du revenu en fonction des cotisations. Comme ça crée, c'est ce qu'on appelle
la contributivité des prestations. Hein. Il faut rendre des prestations contributives. Il faut que ce soit en fonction des cotisations qu'on ait droit à des prestations. Aussi bien en matière de maladie qu'en matière de retraite, qu'en matière de chômage. Et comme ça introduit beaucoup d'insécurité, alors il faut qu'il y ait un plancher inconditionnel. Et ça, c'est la CSG qui est censée assurer un plancher inconditionnel. C'est pour cela que tous les projets de revenus de base inconditionnels sont des projets au service de ce projet patronal. Pas du tout contraire à ces projets, mais au service de ces projets. Alors ensuite, que la gestion soit paritaire ou patronale, franchement, on s'en fout. Je crois qu'il ne faut pas, paritaire ou patronale ou étatique, je veux dire, le mal est fait, hein, dès lors que ce n'est plus le salaire qui est remplacé. L'enjeu n'est donc pas de dire « Oh, conservons notre truc paritaire parce que sinon ça va être étatisé ». L'enjeu, c'est un seul régime qui inclut le chômage, la retraite, la santé, la famille dans le même régime, géré par les travailleurs et qui assure 100% du meilleur salaire pour les chômeurs, pour les retraités et 100% de la dépense pour les malades. Et donc, ça reviendrait à augmenter les cotisations pour faire vivre tout cela, et donc à diminuer aussi la ponction actionnariale, que ce soit via les assurances ou via les dividendes. Mais évidemment, hein, évidemment que tout cela n'est viable que par une autre socialisation de la valeur ajoutée. Hein. La valeur ajoutée qui aujourd'hui donc est répartie entre salaire et profit, avec une part socialisée du salaire. Il faut que la part socialisée du salaire augmente et que se réduise d'autant, évidemment, le profit. Merci beaucoup Bernard, ça a été vraiment un plaisir de revenir sur ces notions et on en sort plus intelligent. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je rappelle que le média est un média indépendant qui vit des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociétaires, car nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Donc pour nous soutenir, pour que ce type de contenu continue d'exister, faites-nous un don, devenez sociaux et abonnés du média. Merci.